Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. L'été, c'est un moment idéal pour se poser d'importantes questions que, en général, durant l'année, on n'a pas le temps de se poser parce que l'actualité nous chevauche et nous entraîne dans un train infernal. L'une de ces questions-là, c'est la question relative à la langue française. Il y a un texte qui a été publié dans Le Devoir par une titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et consultante en affaires publiques et en rhétorique, mademoiselle Amanda Fakihi, qui se pose finalement la question de l'effort, le goût de l'effort, qu'on essaie de sous-estimer, de mésestimer, de laisser de côté à chaque fois qu'il est question de la langue, parce qu'il faudrait niveler par le bas, il faudrait rendre ça de plus en plus facile à employer. On va en parler donc avec l'auteur en question. Bonjour. Bonjour Rémi. Donc, ça n'a pas la cote, l'effort aujourd'hui, quand il est question de la langue. Là. On parle beaucoup de simplifier les formules, de simplifier l'usage pour que ça soit plus inclusif, pour que de plus en plus de gens puissent l'employer. Mais il se trouve que la langue française, notamment, avait, à une certaine époque, pas si lointaine, la réputation d'être une langue qui nécessitait, oui, un effort, mais ça apportait tellement de belles récompenses que d'être capable de l'employer. Effectivement, et ce qu'il faut savoir, c'est que la langue, initialement, la langue française, elle était une langue élitiste. Donc, dans le premier dictionnaire de l'Académie française, l'objectif était de distinguer les simples femmes, les paysans, des grands esprits. Donc, c'était un marqueur de distinction sociale. Donc, on part de ce constat. C'est une langue qui a évolué. J'ai donné l'exemple des essais de Montaigne, donc on a vu quelques formulations. Donc le mot ici s'écrivait avec Y à la fin, étudier s'écrivait avec un S, mais lorsqu'on prend le temps de s'intéresser à ces mutations, on comprend qu'il y a un sens derrière ça. Ce fameux S muet s'est transformé en accent circonflexe, et avec les nouvelles réformes qui tendent à effacer cet accent circonflexe, eh bien on efface un héritage. La langue, elle est complexe, elle est pétrie d'irrégularités, d'exceptions aux exceptions, mais il y a un sens à tout ça. Oui. Là, vous dites, puis vous avez raison de le rappeler, que la langue française était une langue élitiste. C'est un reproche qu'on fait encore à ce jour à ceux qui sont plutôt modérés face à cette espèce de grand vent radical. On recevait Régent Bergeron plus tôt cette semaine qui nous parlait des radicaux, qui veulent réformer, les réformateurs radicaux. Les gens qui s'opposent à ce mouvement-là sont vus comme des gens qui sont des héritiers de cette pensée élitiste-là, alors que ce n'est plus vraiment le cas. On n'est plus au 17e siècle. Non, on n'est plus au XVIIe siècle et la langue évolue. On assiste même à ce qu'on appelle en anglais des slangs, n'est-ce pas? Et ça contribue en quelque sorte à la vitalité de la langue. Mais ce qu'on observe actuellement, et ça se voit, ça se note, c'est qu'il y a un sens de l'effort qui s'effrite au profit du sens de l'immédiateté. À quoi bon prendre le temps d'apprendre quand, en un seul clic, j'ai accès à l'univers des possibles sur mon cellulaire. Et en plus, avec ChatGPT, voilà, on insère quelques paramètres et on a l'ensemble d'un texte qui est généré en quelques secondes. Et c'est très dommage parce que prendre le temps d'acquérir du vocabulaire, c'est prendre le temps de se connaître, prendre le temps de s'exprimer adéquatement, c'est prendre le temps aussi à cette ère de polarisation, de trouver les mots justes pour résoudre des différends. Donc voilà, c'est tout un questionnement qui se pose actuellement, et ça se voit aussi avec l'examen du TECFE. On assiste à des taux d'échec de plus en plus effarants. Mais vous touchez à la question, je pense, essentielle dans ce débat-là, c'est que pour certaines personnes, une langue, c'est un outil de communication. Donc, plus c'est simple, plus on peut engager des communicants, un mot affreux qui a été inventé tout récemment. Donc, plus elle est facile à employer, plus on engage des communicants, plus elle peut rejoindre un certain type de personnes. Mais vous dites la langue, c'est autre chose, c'est une façon de penser aussi. Effectivement, c'est un outil de pensée. Donc, certes, l'objectif d'une langue, c'est qu'on communique tous, mais c'est un outil de pensée qui permet de bien structurer de bien structurer sa pensée, de trouver les mots justes, d'enrichir sa vision du monde. Et je vais vous donner un exemple, Rémi. Je ne sais pas si vous avez lu Le Pavé en secondaire 3, Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Oui. Secondaire 3, j'ai eu l'occasion de découvrir ce chef-d'œuvre. C'est un pavé de 700 mots, d'accord ? J'ai un petit frère, nous avons 7 ans d'écart. Et je lui demande,
frérot, qu'est-ce que tu lis actuellement? Et il me dit, je lis Alexandre Dumas. Je dis, ah, très bien, moi aussi je l'ai lu. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est un jeune adulte. Et il me montre une version abrégée du Comte de Monte-Cristo. Bien sûr, oui. Voilà, mes bras sont tombés. Je me suis dit, mon Dieu, on fréquentait la même école. Et je dois quand même admettre, c'était une école secondaire privée. Donc même les écoles secondaires privées ont un recours systématique aux versions abrégées. Et je trouvais ça dommage, parce que ça dénature en fait l'histoire, les propos de la version originale. Donc c'est quelque chose qui s'observe aussi à travers tous les niveaux, donc à l'école primaire, à l'école secondaire. Donc on assiste à des livres de plus en plus abrégés parce que c'est plus simple, on se casse moins la tête, on a des mots beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, mais ça dénature l'histoire originale. Oui, donc c'est la même école, le même niveau de secondaire, puis on n'est pas à 50 ans d'écart. Là, on est à une dizaine d'années, une quinzaine d'années, bon, à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les jeunes qui sont responsables de ça ou est-ce que ce sont les professeurs qui sont évidemment plus âgés qu'eux qui sont dans une logique de, bon, on veut être copain-copain avec le jeune, on veut quand même pas qu'il nous dise que c'est emmerdant le cours, donc on va lui faire lire quelque chose de simple. Qui est le responsable? Ah, ça, c'est toute une question que vous posez, Rémi. On a le temps d'en parler? C'est sûr que... Oui, alors dans le contexte actuel pédagogique, on sait c'est le socio-constructivisme qui règne. Donc l'élève il n'y a plus cette relation de maître et élève. Donc c'est plus une relation d'accompagnateur et d'élève apprenant. Alors la question de savoir pourquoi est-ce qu'on introduit des versions abrégées, je pense qu'il faut situer le tout dans un contexte social. Donc on est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère de l'immédiateté. Les jeunes prennent moins le temps de lire des livres. Peut-être qu'ils lisent, mais ce sont d'autres formats, des formats abrégés, des articles qui défilent sur le réseau social. Donc je pense que le tout s'inscrit dans un contexte social, ce qui explique le recours à des versions abrégées, le temps qui est investi dans l'apprentissage du vocabulaire, il s'effrite également. On a également des nouvelles façons d'évaluer les jeunes. Il y a cette modification par attente, je pense, qui a été introduite pendant la pandémie. Donc, au lieu de demander aux jeunes d'apprendre une liste de vocabulaire de 30 mots, on va leur demander d'apprendre une liste de 15 mots parce que ça sera beaucoup plus simple pour eux. Donc oui, on assiste à un nivellement vers le bas. Mais il fut un temps, puis là, je remonte quand même un petit peu loin dans l'histoire, où on apprenait la langue française, c'était la langue secondaire la plus prestigieuse à apprendre à la cour du tsar en Russie. On parlait le français, c'était la langue diplomatique également. Aujourd'hui, avec l'espèce de prépondérance de l'anglais, pour ne pas dire son hégémonie, la langue française est un petit peu ringarde d'une certaine façon. Et c'est peut-être pour ça que la solution, c'est de simplifier, alors qu'il fut un temps où être capable de la maîtriser, ça voulait dire être à un certain niveau. Vous dites dans votre texte, par exemple, qu'on pourrait, plutôt que céder à la simplification à outrance, envisager l'introduction de cours de latin. Ça, à Montréal, là, dans les écoles secondaires, je pense qu'il y a juste à Brébeuf où on enseigne encore le latin. Oui. Donc, le latin, ça nous permettrait de comprendre également pourquoi on utilise des mots, d'où ils proviennent. Mais ça, c'est quasiment impossible à imaginer qu'on puisse revenir à ça. Alors, effectivement, à Brébeuf, on enseigne le latin. J'ai fréquenté le cégep de Brébeuf. Et puis, j'ai rencontré la cohorte qui a effectué ses études au secondaire à Brébeuf. Puis, on me raconte, Amanda, on a suivi des cours de latin. Mon Dieu, Rémi, cacher ma jalousie a été très, très difficile. Je l'avoue, je les enviais parce qu'ils avaient une longueur d'avance sur moi, sur l'étymologie de notre langue. Et apprendre le latin, oui, bon, c'est une langue morte, on le sait. Mon diplôme de McGill, c'est un diplôme rédigé en latin. Donc, on peut facilement comprendre, voilà, j'ai obtenu le bac. Mais apprendre le latin, c'est s'interroger sur l'étymologie de la langue, c'est comprendre aussi l'évolution de cette langue et ça nous permet de mieux mémoriser. Parce qu'il y a également ce défi de la mémorisation que l'on observe actuellement. Ça prend du temps pour mémoriser. Et je parle pas uniquement des jeunes, je parle aussi des adultes. On n'a pas les techniques, on ne nous apprend pas à mémoriser, on ne nous apprend pas à apprendre à l'école. Donc, ce sont deux éléments fondamentaux qui manquent à l'école, c'est comment apprendre. Il faut apprendre à apprendre. Donc le latin, bon, peut-être c'est un vœu pieux, ça serait bien de l'introduire. Peut-être s'il y a des enseignants en français qui ont une certaine
aisance avec le latin, peut-être voilà l'introduire dans quelques séances. Je me souviens en secondaire 5, on étudiait la phonétique. Donc, à cette notion, on peut ajouter le latin et ça nous permet de bien comprendre d'où viennent les mots et comment ils évoluent à travers le temps. Est-ce que vous avez d'autres solutions, par exemple? Parce que vous êtes très articulé, là, vous connaissez le dossier, vous avez l'air d'avoir des idées. À part le latin, par exemple, parce que je verrais mal, honnêtement, le ministère de l'Enseignement supérieur ou alors le ministère de l'Éducation aller vers le latin. Aujourd'hui, en 2024, on dirait que c'est comme pas un premier pas raisonnable à engager. Quelle autre solution on pourrait tranquillement, de façon très discrète, commencer à mettre sur pied pour obtenir des résultats? Alors, pour célébrer la richesse et les nuances de notre langue, je pense qu'un exercice qui pourrait être très intéressant, qui peut même être intégré à la nouvelle mouture du cours de CR, ce sont des cours de rhétorique. Donc, la rhétorique, donc l'art de bien parler, l'art de convaincre et de persuader, en maniant adéquatement la langue française. Et ça, c'est un exercice qui peut être intéressant parce que voilà, on peut soumettre aux élèves plusieurs questions de société, différents débats. C'est un débat intéressant qui peut être pour ou contre l'écriture inclusive, par exemple, et on crée des joutes oratoires, et à travers ces joutes oratoires, non seulement on va évaluer la capacité des jeunes à bien argumenter, à défendre leur position, mais également à jouer avec les mots. Donc bien parler, c'est également injecter des figures de style, voir jusqu'à où notre phrase peut aller, utiliser ce côté imagé de la langue pour défendre une position. Donc je pense qu'il pourrait être réaliste et réalisable, ce sont des cours de rhétorique. Oui, et puis revenir à... Vous avez raison, hein? C'est un très bon exemple classique abrégé qui est devenu une façon de dire que oui, on est encore dans la littérature prestigieuse, on n'est pas allé vers autre chose, mais on vient de couper 500 pages. Moi, je me rappelle, dans une très bonne école secondaire que j'ai fréquenté le Collège Notre-Dame, on nous avait fait lire Les Misérables en classique abrégé. C'était un peu le même principe. Il faut dire que Les Misérables, dans la version intégrale, c'est quand même toute une brique, là. Même c'est 2-3 briques, en fait, quand on les colle ensemble. Mais on était encore dans cette logique-là. On était dans une idée de rendre ça simple et de pouvoir dire, on check. Il a lu Les Misérables, il a lu du Victor Hugo. Amanda Faki, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Ce fut un plaisir.